frontières d'Orient. Frontières d'Orient. C'est quoi finalement le Moyen-Orient pour moi du point de vue géopolitique? C'est la rive orientale de la Méditerranée. Donc après, c'est la frontière de l'Iran, la frontière du Pakistan. Et en fait, historiquement parlant, c'est la rive orientale de la Méditerranée. Donc c'est la Méditerranée aux portes de la route des Indes et de la Mésopotamie. Voilà. Donc, moi, j'inclus dans le concept du Moyen-Orient le Maghreb. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est-à-dire les pays du Maghreb, pour moi, font partie. En fait, il s'agit de l'Asie de l'Ouest avec l'Égypte et avec le Maghreb. En tout cas, vous avez posé la question, le rôle de la Russie, voilà, dans cette région-là. Pour appréhender la bonne démarche géopolitique au XXIe siècle, il faut toujours revenir aux sources. C'est-à-dire pourquoi la Russie vise cette région du monde. D'abord, il y a une raison historique. La raison historique, la Russie, c'est le plus grand pays du monde, mais paradoxalement, ce pays, ce sont souvent forteresse assiégée, ce qu'on appelle névrose obsédionale, c'est-à-dire comme si ce pays était un peu enclavé, parce que ce pays n'a pas vraiment accès aux mers chaudes. Et cette obsession de la Russie était toujours comment je peux accéder aux mers chaudes, à travers quoi? À travers la mer Noire. Et la mer Noire, c'est une partie de la Méditerranée. Je rappelle à vous, je rappelle à nos spectateurs, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui nous regardent, que déjà, cette progression de la Russie vers les mers chaudes date de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire à l'époque de Catherine la Grande, Catherine II. C'est Catherine II qui a pris la décision d'envahir et d'annexer la Crimée au territoire russe à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire accès à la Méditerranée. Donc la Méditerranée, qui dit Méditerranée, dit le Moyen-Orient. Après, à la fin du XIXe siècle, plutôt dans les années 50, XIXe siècle, c'était la guerre de Crimée contre la Russie d'ailleurs et la France, parce que la France avait soutenu à l'époque la Turquie. Il y avait déjà ce jeu de grande puissance dans cette région que vous appelez, qu'on appelle le Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire cette histoire de la présence de la Russie à travers l'accès aux mers chaudes, c'est-à-dire désenclavement de la Russie, ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est la première raison qui explique la présence de la Russie, parce que l'histoire repasse toujours ses plats, même si la situation d'aujourd'hui n'est pas du tout la reproduction de la situation d'hier. Donc, ça, c'est la première raison, la raison historique. La deuxième raison de la présence de la Russie dans cette région, c'est une raison religieuse. Parce que la Russie, c'est un pays orthodoxe. Orthodoxie, c'est la branche orientale du christianisme qui tire sa source, qui plonge ses racines à Byzance. Et la Russie, pays orthodoxe, hier et aujourd'hui, se sentait toujours investi d'une sorte de mission, ce que j'appelle la troisième Rome. La troisième Rome, c'est quoi? La première Rome s'est effondrée, la deuxième Rome, c'était Byzance, s'est effondrée, et la Russie, qui doit en quelque sorte, dans l'esprit des dirigeants russes, doit prendre le leadership de l'authenticité de la foi chrétienne. C'est-à-dire la Russie se positionne comme championne des droits des chrétiens d'Orient. Et là, on retrouve encore une fois les fondamentaux géographiques de l'Extrême-Orient. C'est-à-dire, et aussi, la Russie se positionne comme pays orthodoxe, comme pays religieuse, qui doit en quelque sorte servir de rempart à la progression de l'islam. Et je répète encore une fois, défendre les valeurs chrétiennes, les valeurs orthodoxes. D'ailleurs, j'invite toujours mes étudiants à s'intéresser beaucoup plus à l'orthodoxie. Parce que, vous savez, si tout le monde est devenu par définition aujourd'hui en géopolitique spécialiste de l'islam, personne ne sait exactement ce que ça veut dire l'orthodoxie. Et pourtant, l'orthodoxie, c'est quelque chose qui est extrêmement important sur l'échiquier géopolitique aujourd'hui. Donc, intéressez-vous un peu plus à l'orthodoxie et à cette théorie de troisième Rome que j'ai évoquée. Eh bien, ça explique encore une fois la présence, très forte présence de la Russie dans cette région. Là, j'en viens à la troisième raison, donc après la raison historique, après la raison religieuse, qui sont évidemment liées entre elles, eh bien, il y a la raison géopolitique.
déjà, il faut définir la géopolitique. Pour moi, la géopolitique, c'est une vision de l'histoire du monde dans son évolution, avec le focus sur les grands acteurs du changement. En gros, c'est ça. Mais c'est pas du tout la géographie. On commet toujours cette erreur en France en disant bon bah la géopolitique, c'est la géographie. Mais il faut savoir que géo, c'est la terre, c'est le monde, et la géographie, c'est seulement un produit dérivé du monde, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il faut complètement réinitialiser l'approche française à l'égard de la géopolitique. Je répète, la géopolitique, d'abord, c'est le monde, et politique, c'est l'organisation de la cité en termes de structuration du pouvoir. En gros, c'est ça. C'est-à-dire la dichotomie entre global, le monde d'un côté, et le local de l'autre. C'est ça, la géopolitique. Eh bien, il faut revenir au XXe siècle pour voir la géopolitique du XXe siècle. En gros, c'était quoi la géopolitique du XXe siècle? C'était assez simple. C'était le monde bipolaire. C'était le monde qui était partagé entre les deux blocs. Appelons-les communément le communisme et le capitalisme. Et au XXe siècle, le Moyen-Orient, avec toutes les précautions sémantiques que je prends en appelant cette région le Moyen-Orient, est le théâtre de confrontation entre les deux blocs, guidés d'un côté par les États-Unis et de l'autre côté par l'Union soviétique, c'est-à-dire par le bloc capitaliste et par le bloc communiste. Eh bien, dans cette confrontation, c'était un enjeu extrêmement fort géopolitique. Donc, l'Union soviétique, il ne faut pas confondre l'Union soviétique et la Russie, parce que au XXe siècle, la Russie existait sous l'étiquette de l'Union soviétique. Eh bien, l'Union soviétique s'affrontait avec les intérêts capitalistes, c'est-à-dire américains. Eh bien, là-bas, au nom du soutien accordé par Moscou au mouvement anticolonialiste. Donc c'est pour ça que Moscou soutenait les régimes de Nasser en Égypte, parce que c'était les régimes des pays voilà en bas de, enfin non alignés, on a appelé ça non alignés, enfin non alignés dans le monde bipolaire. D'une manière ou d'une autre, ces pays étaient quand même alignés aussi. Bon, donc c'est-à-dire soutenir les pays comme la Syrie, comme l'Égypte, comme la Libye, comme le Yémen du Sud. Donc, c'est-à-dire l'Union soviétique était extrêmement engagée donc dans cette région pour s'opposer à la progression des intérêts américains. Donc, et d'une certaine façon, dynamiter les accords que j'avais déjà cités, les accords Sykes-Picot de 1916-1917, donc qui sont à l'origine de ce découpage, disons-le clairement assez artificiel de cette région du monde, et pour permettre aux pays colonisés sortir du colonialisme, parce que le colonialisme était perçu par les communistes comme un esclavagisme, comme atteinte aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., etc. Donc, et je termine en vous laissant la parole, eh bien qu'au XXe siècle, le monde arabe musulman jouait un rôle extrêmement important dans la stratégie de l'Union soviétique, avant l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Et je vous donne un exemple précis. Vous avez cité mon parcours tout à l'heure. Je suis diplômé de l'école qui est un peu l'ENA, Sciences Po et HEC, toutes réunies. L'école qui s'appelle toujours à Moscou le MGIMO, l'Institut d'État des Relations internationales. Sachez que lorsque j'étais, comme vous, étudiant de cette école-là, la langue arabe était la deuxième langue. J'ai bien dit la deuxième langue enseignée dans cette école qui préparait les cadres diplomatiques, juste après l'anglais. C'est-à-dire l'arabe était avant, ben voilà, je vois votre réaction. Donc l'arabe était avant le français évidemment, parce que la troisième langue c'était l'espagnol. Donc voilà, la première anglais, la deuxième arabe, troisième espagnol, quatrième je pense que c'était le français, et après l'italien et l'allemand. Donc c'est dire à quel point
l'Union soviétique était impliquée dans cette région-là et à quel point l'Union soviétique possédait des spécialistes. Déjà, vous savez, parler arabe dans cette région du monde, ça ne court pas les rues, comme on dit. Et les gens qui peuvent communiquer en direct avec les habitants de la région, ben, ça valait de l'or. Et donc, et peut-être, après vous redonner la parole, je reviendrai pourquoi la Russie revient dans cette région du monde avec une petite parenthèse des années 1990 après l'effondrement de l'URSS. 1991, l'Union soviétique s'effondre. C'est quoi finalement l'Union soviétique? L'Union soviétique, c'est le communisme. Le communisme, c'est absence de propriété privée. Et de l'autre côté, l'Union soviétique, c'est l'empire. C'est l'empire soviétique qui a inclus des pays comme Tadjikistan, Kirghizistan, Arménie, Géorgie, etc. Il y en avait 15. Donc, c'était la double chute, c'est-à-dire la chute de l'empire et la chute du système économique et politique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 90 concernant l'approche de la Russie qui émerge sur les ruines de l'URSS vis-à-vis de cette région? Rien. Il se passe rien. C'est-à-dire la Russie est obnubilée par les intérêts de construire l'économie de marché, de fournir des bases à une future démocratie. Je rappelle à tout le monde que la constitution russe de 1993, c'est le calque de notre constitution française, hein, c'est-à-dire c'est la France qui avait écrit la constitution russe en 93, c'est dire à quel point l'aspiration à la démocratie à Russie à cette époque-là, la Russie de Poutine, la Russie de Yeltsin était extrêmement forte. Donc la Russie se retire du Moyen-Orient. Et après, progressivement, vers 2000, la Russie revient. La Russie revient là-bas. Pourquoi? Tout simplement, une fois de plus, il faut connaître le concept de la Russie d'aujourd'hui, c'est-à-dire le concept de Vladimir Poutine. Le concept de Vladimir Poutine, à l'extérieur, dans la diplomatie, c'est en gros, c'est s'opposer aux intérêts des États-Unis. En gros. Voilà. Donc, c'est-à-dire saper les fondamentaux de la démocratie à l'occidentale, que les Russes, enfin les élites russes aujourd'hui, le Kremlin voit comme une entité civilisationnelle sur le déclin. Voilà. Donc, empêtré dans ses propres contradictions et voué à l'échec, au déclin, comme je disais tout à l'heure, et même à la disparition. C'est-à-dire tout ce qui peut accélérer cette chute de l'Occident joue le jeu de Vladimir Poutine. Et une fois de plus, étant donné qu'il y avait des spécialistes arabes, il y avait déjà ces implantations de la Russie dans cette région, la Russie revient dans cette région, notamment, et c'était le premier signe, avec l'histoire de la Syrie. Je rappelle à tout le monde l'histoire de la Syrie très rapidement. Donc, c'est-à-dire en 2013, les Américains, Barack Obama, président américain à cette époque-là, il prend la décision de punir le régime autoritaire de Bachar al-Assad pour l'utilisation des armes chimiques. Contre qui? Contre cette révolte de la population civile qu'on peut appeler, peut-être on y reviendra, le printemps arabe. Donc on fête aujourd'hui d'ailleurs 10 ans de cet événement géopolitique d'extrême importance. Eh bien, il y a un mouvement de protestation en Syrie contre le régime autoritaire de Bachar al-Assad. Donc, Obama fixe la ligne rouge, c'est-à-dire si le régime utilise les armes chimiques, Obama intervient avec toute la puissance américaine extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Bachar al-Assad utilise les armes chimiques, c'est avéré, c'est factuel, il y a des preuves. Donc, Obama dit, ah bah oui, je reconnais que Bachar al-Assad a transgressé notre deal. Donc, mais moi, les États-Unis, bah, je n'interviens pas. Donc, là, je fais abstraction. Pourquoi il n'est pas intervenu? Parce que c'est un autre sujet. C'est le sujet de la politique extérieure des États-Unis. Mais il n'intervient pas. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, écoutez, c'est vraiment un pain béni pour Poutine. Et moi, je dis, moi, je ne me débarrasse pas du tout de ces considérations, démocratie, les droits de l'homme, etc. Moi, j'interviens. Et donc, il est intervenu. Il a sauvé en 2014, 2015 plutôt, 2015, le régime de Bachar al-Assad.
Donc, Bachar al-Assad, pourquoi elle a sauvé ça? Tout simplement parce que c'est pas du tout une raison, vous avez évoqué, vous avez commencé même par le pétrole. Oubliez le pétrole au XXIe siècle. Le pétrole aujourd'hui est relégué au second rang des priorités géopolitiques. On ne vit plus dans la géopolitique réglée, régie par le pétrole, par le gaz, etc. Donc, on vit dans un monde régi par le clic, eh bien, régi par cette instantanéité, le monde que je décris dans mes livres. C'est-à-dire, ne vous trompez pas de siècle. Et Poutine intervient, sauf Bachar al-Assad, pas pour des raisons économiques. Il n'y a aucun intérêt russe économique. La Russie est tellement riche en termes de pétrole et de gaz, elle n'a pas besoin justement de déboucher, d'autres débouchés. Mais juste, il intervient pour montrer que la Russie est puissante, que la Russie peut le faire. Là, elle peut intervenir où l'Occident échoue lamentablement. Bon, ben, c'est le cas de la Syrie et de façon générale le cas du Moyen-Orient. Et donc, et aussi, et ça c'est très important de souligner, pour des raisons, pour des considérations de politique intérieure. Parce que, en fait, le régime de Poutine et le régime de Bachar al-Assad et les régimes de Ben Allah, par exemple, en Tunisie, avant le printemps arabe, au Moubarak, en Égypte, en fait, ce sont des régimes qui ont à peu près le même ADN. Ce sont des régimes restrictifs, les régimes liberticides, les régimes autoritaires, c'est-à-dire intervient en Syrie et en sauvant Bachar al-Assad, en quelque sorte, Poutine montre qu'il est très déterminé à sauver son propre régime à Russie et montrer la force et la détermination à ceux à Russie qui soutiennent cette diplomatie russe extrêmement musclée. C'est-à-dire la Russie se positionne comme un pays incontournable, acteur incontournable au Moyen-Orient, qui essaie de remplir le vide de puissance qui est créé par le retrait des États-Unis au XXIe siècle de cette région du monde. Des régimes autoritaires que la Russie soutient, parce que le vrai allié, c'est pas à mon avis l'Égypte. Le vrai allié, c'est Bachar al-Assad, c'est-à-dire la Syrie. Après, vous l'avez souligné, oui, bien entendu, Sisi, tout simplement parce que c'est le même ADN. Comme je disais tout à l'heure, c'est le même ADN, le même carburant de fonctionnement de régime politique. C'est-à-dire la Russie soutient tous les pays dans cette région du monde qui s'opposent donc aux valeurs occidentales, c'est-à-dire la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, la dignité individuelle, etc. Donc, et tous les pays qui sont qui sont dans ce paradigme, ils sont forcément des amis de la Russie de Poutine. J'ai bien dit de la Russie de Poutine parce qu'il faut jamais identifier un pays au régime politique. Le pays, c'est quelque chose qui s'étire sur la durée de l'histoire, alors que le régime politique, c'est toujours temporaire. Ce que nous faisons actuellement, je fais le focus sur la situation, le selfie instantané sur la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire la situation de la Russie de Vladimir Poutine. Donc, tous les ennemis, disons, des États-Unis, ce sont les amis, par définition, de la Russie. C'est la quintessence, c'est la pierre angulaire de la stratégie de la Russie dans cette région et dans toutes les autres régions, bien entendu. Voilà. Donc, c'est-à-dire la Russie, même dans les années 90 que j'ai évoquées, eh bien, n'a jamais perdu de ses radars les pays de l'ex-Union soviétique. Donc Azerbaïdjan et Arménie. Alors qu'on parlait avant du Moyen-Orient. Et Moyen-Orient, c'est pas du tout l'étranger proche, c'est l'étranger lointain. Mais vous avez tout à fait raison que après avoir positionné et placé ces repères dans l'étranger proche, je rappelle, l'étranger proche, c'est la Géorgie en 2008. C'est l'histoire de cette province Ossétie du Nord, donc que la Russie a conquise, alors que l'Ossétie du Nord faisait partie de la Géorgie, et la Géorgie était un pays qui faisait partie de l'Union soviétique. C'était l'intervention de la Russie dans l'étranger proche. Après, c'était histoire de la Crimée. Histoire de la Crimée, c'est aussi l'étranger proche, c'est-à-dire 2014. Après, la Russie a essayé aussi d'annexer une partie de l'Ukraine qui s'appelle le Donbass, c'est aussi l'étranger proche. Et après,
Poutine a décidé d'aller plus loin, c'est-à-dire dans le même logiciel, dans la même logique de reconquête du territoire perdu après l'effondrement de l'Union soviétique, il est allé au Moyen-Orient. On peut considérer que le Moyen-Orient et l'intervention russe en Syrie, c'était la première intervention russe dans l'étranger lointain. Mais c'est l'étranger lointain rejoint, et là vous avez tout à fait raison, rejoint ces stratégies russes par rapport par rapport à l'étranger tout court. C'est-à-dire, c'est la diplomatie russe aujourd'hui qui est extrêmement active, qui se positionne comme un acteur incontournable, d'autant plus que le retrait des États-Unis. Je ne parle même pas de l'Union européenne. Vous avez remarqué que jusqu'ici, je n'ai même pas prononcé le nom de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est lamentablement absente, non seulement de cette région du monde. C'est-à-dire, le seul interlocuteur du point de vue militaire, du point de vue géopolitique pour la Russie, c'est évidemment les États-Unis. Et à partir du moment où les États-Unis se retirent pour des raisons qui les regardent, parce que, bon, voilà, je peux expliquer ça, évidemment, la Russie remplit ce vide-là. C'est-à-dire la présence de la Russie dans l'étranger lointaine, parce que l'étranger proche, en quelque sorte, on dit, bon, bah, c'est la cour basse de la Russie, on n'intervient pas, on ne comprend pas du tout là-bas, mais quand il s'agit de la Russie, de la Syrie, pardon, il ne s'agit pas de l'étranger proche, il s'agit d'un pays tout à fait indépendant, géographiquement, loin quand même par rapport à la Russie. Mais on n'intervient pas. C'est-à-dire l'Occident est muet. Eh bien, ben, la Russie remplit justement ce vide et montre ses muscles et donne de la voix. Il faut comprendre une chose. Le XXIe siècle ne sera pas un siècle occidental, ne sera pas un siècle américain. Est-ce qu'il sera le siècle chinois? La question se pose. Parce que j'ai pu observer la dynamique extraordinaire, à mon avis sans précédent dans l'histoire mondiale de la Chine depuis 2006. En 2006, c'était un pays émergent, c'est ce qu'on appelait le pays émergent. Donc aujourd'hui, c'est un pays qui est devenu le leader déjà de la globalisation économique, mais avec cette espèce de réticence par rapport à la globalisation politique. Comme si on pouvait distinguer les deux, comme si on pouvait être un leader économique, c'est-à-dire du point de vue de l'argent, du point de vue des investissements, mais ne pas s'engager politiquement. Donc la question se pose aujourd'hui. La Chine n'a pas finalement d'ennemis, parce que tout simplement, la Chine n'est pas idéologique. On dit souvent que la Chine est communiste. Vous savez, avec mes étudiants qui sont censés être communistes en Chine, on discute absolument de tout de façon souvent beaucoup plus ouverte qu'avec mes étudiants français, avec qui il faut casser parfois un certain nombre de codes. Hein. Voilà. Donc, les Chinois sont obsédés par le succès. Le succès passe par l'argent. Et l'argent, ils en ont aujourd'hui. Mais après, ils disent, mais pourquoi? Quels sont nos intérêts là-bas, quoi? D'abord, que cette région soit stabilisée. Et après, nous allons investir dans cette région-là. Donc, et évidemment, on s'achemine vers une présence de plus en plus forte, vers une implication de plus en plus forte de la Chine dans toutes les régions du monde. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé en Afrique. Hein. L'Afrique aujourd'hui est devenue chinoise et les Chinois réussissent là où les Occidentaux ont échoué finalement. Donc, je connais très bien la situation à Dakar, au Sénégal. Écoutez, la ville a été complètement transformée par les Chinois, mais du point de vue des investissements purement économiques. Alors que jusque-là, nous parlions de la géopolitique. Eh bien, voilà. Et la question se pose, est-ce que les Chinois veulent prendre aussi le leadership politique? Pour le moment, pas vraiment. Pour le moment, c'est pas leur intérêt. Le discours aujourd'hui de la Chine, laissez-nous aller jusqu'au bout de cette prospérité économique, parce que quand même, il y a encore du travail qui reste à faire, notamment au niveau des classes moyennes, même si la situation s'améliore pratiquement tous les mois en Chine. Et après, on verra. Il évoque toujours les exemples des États-Unis, c'est-à-dire au 19e siècle, les États-Unis, d'abord, ont réussi l'industrialisation, c'est-à-dire ils ont vraiment accumulé la puissance économique, et après, ils ont commencé à exporter leur vision du monde sur la base de la puissance économique. Donc, ça peut prendre du temps, mais à mon avis, c'est un processus qui est déjà
engagé et c'est un processus irréversible. D'accord. Mais ils ont été meilleurs que la Russie sur ce plan-là. Il y a d'ailleurs sur cette transformation économique, la reconnaissance des enjeux, notamment liés à Internet et tout ça. D'ailleurs, ils ont été meilleurs que la Russie globalement. La Russie a complètement perdu le virage de la globalisation économique. Tout simplement, Luc, parce que la Russie, dans l'esprit de ses dirigeants à partir de 2000, eh bien, a misé sur les exportations de gaz et de pétrole, Voilà. c'est-à-dire sur les exportations de matières premières. La Russie s'est trompée de siècles. Voilà. Vous comprenez? Militaire de C'est-à-dire, ils pensaient, bon, ben, en exportant le gaz, en exportant le pétrole, aujourd'hui, la Russie exporte des armements, mais finalement, c'est ça, pour la Russie, c'est tout. Connaissez-vous des produits genre TikTok, Huawei, Tencent, Alibaba, russe? Est-ce que vous les connaissez? Pas personne ne les connaît. Elle est où Silicon Valley russe? Elle est où? On la cherche. Il y a des potentiels, il y a potentialités, il y a le capital humain. Ben, le capital humain, ce sont des trolls pour, pour polluer les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça le but pour rendre le monde meilleur? Alors que la Chine, en très peu de temps, donc d'abord diversifier son économie, c'est-à-dire dans l'esprit des Chinois, c'était clairement positionné d'abord les exportations, après les investissements, et troisièmement, c'est dans l'esprit d'Adam Smith finalement, et troisième moteur de la croissance économique, c'est la consommation. Oui. Et quatrième moteur de la croissance économique au XXIe siècle, c'est le digital. Ben, c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Et j'ai même écrit que TikTok, je suis fasciné par TikTok. Évidemment, il ne faut pas limiter TikTok seulement à ce qu'on voit tout de suite, c'est-à-dire les chorégraphies, tout ça. Bon, ça c'est déjà peut-être sympa, peut-être pas, mais enfin bref. Donc, mais TikTok, pour moi, c'est à peu près la même chose qu'a été Hollywood au XXe siècle. C'est-à-dire, c'est soft power, l'attractivité du pouvoir pacifique de la Chine. Voilà. Et je parle de TikTok parce que c'est un exemple. Mais il y a d'autres exemples. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, Alexandre? Je me permets de rebondir là-dessus. Vous savez, Bien sûr. il y a eu un événement récemment aux États-Unis où Donald Trump n'a totalement pas maîtrisé cette technologie et il s'est fait duper par des tout petits jeunes âgés entre 14 et 16 ans qui se sont permis Ah ouais. d'acheter des places virtuelles. Bah, Euh, bien sûr. Bah, bien voilà, et sûr. ça montre Bah la oui, différence bah de. parce que Donald Trump, bon, il a gagné les élections grâce euh, Au à, peuple. à cette tweet, non, grâce au Non, peuple évidemment, mais enfin grâce au digital, grâce à Twitter, il a compris quand même l'importance des réseaux sociaux, mais il a été aussi piégé par le développement du monde parce que comme vous l'avez dit, un adolescent de 15 ans aujourd'hui est potentiellement plus puissant que le Pentagone de la Maison Blanche. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le monde des individus armés de clics. Le monde des individus armés de clics. Voilà, donc, et là, évidemment, il faut prendre sa main et le destin de notre planète en main, il faut donner du sens au clic. Voilà, une fois de plus, je dis, il faut donner du sens au clic. Parce que parfois, on dit, ah bah oui, les réseaux sociaux, c'est un caniveau, etc. Mais ça dépend de qui? Ça dépend de nous. C'est-à-dire, nous pouvons donner du sens et nous pouvons polluer aussi les réseaux sociaux. Mais avoir cette tribune qui est instantanée et qui permet à un clic d'accéder à toutes les connaissances du monde, ben écoutez, moi je pense qu'un garçon de 5 ans aujourd'hui est beaucoup plus intelligent potentiellement que tous les philosophes du monde de l'histoire précédente, sauf que le garçon ou la fille de 5 ans ne le sait pas parce que cet Voilà. enfant a accès au clic. Au Bah, bah, clic, c'est-à-dire c'est quelque chose qui change complètement le monde. voilà. Et c'est là que tout va se jouer. Tout, absolument. Frontières d'Orient. Frontières d'Orient.